Alors le thème que je prends, je crois, est d'une grande actualité et un peu pêle-mêle, je cite, des opinions et des positions. Les opinions, ce sont des opinions doctrinales, médiatiques ou des positions qui sont, elles, des positions plus étatiques. Première opinion que l'on peut lire dans Le Monde récemment, l'océan Indien est-il en train de devenir un océan chinois ? C'est une position, c'est une thèse qui est soutenue par un ancien conseiller de François Hollande. Et il met en évidence que pour réagir à cela, l'Inde crée un corridor de croissance entre l'Asie et l'Afrique dont on vient de parler à l'instant. Deuxième opinion médiatique que l'on trouve exprimée en novembre 2018, il y a un an. Est-ce que, pour la France, il n'y a pas, dans cette politique, dans cet investissement indo-pacifique, un piège dans lequel la France elle-même se positionne, finalement, dans la relation qu'elle essaye d'entretenir avec la Chine? Troisième élément de réflexion et d'actualité, en 2018, la France passe un accord de défense tout à fait officiel, etc., qui donne notamment accès aux bases navales de l'océan Indien, les bases navales françaises de l'océan Indien, dont celle de La Réunion, dont je vais beaucoup vous parler. Tout récemment, à La Réunion, le président de la République prononce un discours, plusieurs discours, dont celui « Choose la Réunion », ça fait bien, « Choose la Réunion », unis dans l'espace indo-pacifique. L'espace, il utilise le terme de espace. Et puis, hier et avant-hier, en Chine, le président Macron, là, présente une vision tout à fait différente, apaisée, de relations multilatérales. Et Le Monde disait ce matin, il n'y a pas mieux en diplomatie qu'avoir un ennemi commun. Ennemi, c'est sans doute fort, mais il s'agissait des États-Unis. Bref, une question d'actualité, de grande actualité. Maintenant, l'Indo-Pacifique comme une question de méthode. Mais de quoi parle-t-on ? Et là, je voudrais rejoindre le collègue ce matin, Frédéric, qui m'a précédé. Effectivement, de quoi parle-t-on ? De quoi cette notion est-elle le nom ? Faut-il parler de bassin, d'axe, ou encore de concept, Bon. Et on trouve dans une revue tout à fait officielle, pilotée en partie par les Affaires étrangères, la revue de politique étrangère en 2019, une interrogation dans l'éditorial. Oui, bon, enfin, un espace, même stratégique, ne suffit jamais à fonder un concept stratégique. Évidemment, l'éditorial est plutôt critique sur ce prétendu axe. Alors, de quoi parle-t-on ? Et ce matin, j'avais un peu envie de... à chacun son Indo-Pacifique, à chacun sa chacune, mais alors si chacun a sa propre définition, où est le commun ? Et qu'est-ce qui fait la politique, si ce n'est une politique d'appropriation nationale de l'axe Indo-Pacifique ? Bref, ne résout pas vraiment les questions. Et puis bien sûr, il y a une montée en puissance de la Chine qui interroge, qui inquiète. Il y a cette rivalité dont on a parlé ce matin. Et en réalité, on le voit bien avec l'intervention sur la Nouvelle-Zélande, comment se positionner autrement en tant que tierce partie, autrement que les deux vraies puissances actuelles, au moins sur la partie pacifique des choses. Alors, la question de méthode, c'est aussi la façon dont je vais questionner l'axe, le concept indo-pacifique. J'ai envie de mettre en évidence, puisque nous faisons des choix, et là j'utilise le jeu, effectivement, ce que j'appelle la brodélisation de la doctrine indienne de l'Indo-Pacifique. En tout cas, moi qui enseigne la Méditerranée à Aix, ça m'est apparu de façon évidente. Les mots, le lyrisme, la narration que le secrétaire d'État aux Affaires étrangères utilise, c'est du brodel. Bon, effectivement, ça prête à discussion. Et puis, en allant un peu plus loin, vous parlez de ce qu'on appelle
dans la zone sud-ouest de l'océan Indien, de l'Indian-Océanie, que je présenterai sous divers aspects. Alors, première idée directrice, la brodélisation de la mer riveraine. Voilà, et là j'ai trouvé un discours sur le site officiel donc, des Affaires étrangères de l'Inde. C'est illisible comme Jean-Marc me l'a dit, et il a raison, qui dit en substance la chose suivante. L'océan Indien, du temps de la période coloniale, il a été soustrait au peuple riverain de l'océan Indien, alors que, avant la colonisation, les peuples pêcheurs, marins de l'océan Indien visitaient, un peu comme dans le Pacifique, tous les rivages du Yémen à la Somalie, etc., etc., Zanzibar, les Comores, l'Indonésie de l'autre côté. Et donc il y avait un véritable échange culturel, comme finalement l'était ce que Braudel découvre et met en évidence sur la mer Méditerranée. Et notamment, on peut lire que je cite, les pouvoirs coloniaux ont créé des murs artificiels à l'aide de leurs juridictions administratives qui ont dilué des siècles de mouvements et de contacts. Bon, bref, je ne vous lis pas la citation, elle est trop longue de toute façon. Ce sens, oui, j'y vois une sorte de brodélisation, telle que Braudel voit les échanges, notamment au XVIe, le siècle des Génois, le développement du capitalisme. La mer, ce n'est pas l'eau, c'est un espace politique, commercial, social, culturel, par opposition à l'espace atlantique, qui, lui, n'est pas, et là je vais plus loin que Braudel, qui n'est pas un espace politique. Il est trop grand pour être un espace politique, d'après lui, et il est trop large, trop élastique. Et pour Braudel, sa vision de la mer, c'est une vision qui conjugue à la fois géographie et histoire, qui conjugue à la fois l'espace et le temps. Pour Braudel, la mer Méditerranée, ce n'est pas simplement les rivages, mais c'est le Soudan, d'où viennent l'exploitation des mines d'or, jusqu'au commerce hanséatique en mer du Nord. Bon, bref, des types de civilisations fluviales pour le Nil, la Mésopotamie, thalassique, voilà, la civilisation thalassique de la Méditerranée et océanique. Bon, très bien. Bref, une narration assez grande, me semble-t-il, en contraste assez évident à la position française, beaucoup plus classique, pas d'emphase, et on pourrait dire une sorte de débrodélisation, l'effectivité, l'efficacité, les moyens, à savoir ce qui a été dit par Frédéric ce matin, qu'est-ce qui justifie notre présence dans l'océan Indien? Eh bien, c'est la Réunion, 880 000 habitants, c'est Mayotte, c'est les terres australes, c'est aussi les îlots du Mozambique, peu importe qu'ils soient contestés. Vous avez vu peut-être, c'était très intéressant, lorsque Emmanuel Macron va dans l'océan Indien, il s'arrête aux Glorieuses, voilà, magnifique les Glorieuses, et il fait donc une visio pour dire combien la France s'occupe de biodiversité de l'atoll des Glorieuses, qui sont disputés avec Madagascar, comme vous le savez, peut-être. Bref, l'océan Indien, espace stratégique, sans emphase narrative. Alors, voilà pour ce premier aspect des choses, très personnel, la vision que j'en ai, mais enfin qui est quand même fondée sur ce que j'ai trouvé. Et puis maintenant, l'Indian-Océanie. Alors, quand on parle d'Indian-Océanie, on évoque tout d'abord institutionnellement une petite organisation internationale qui a pour nom la Commission de l'océan Indien, qui voit ses premières traces en 1982 à Port-Louis, avec une réunion ministérielle de 3 ministres des Affaires étrangères, de Maurice, de Madagascar, des Seychelles, qui prennent l'engagement de se réunir régulièrement et d'évoquer, dans ce contexte de non-alignement, les problèmes communs du sud-ouest de l'océan Indien.
Cette déclaration, elle se traduit 2 ans plus tard par un traité international. On change d'île, on va à Mahé, sur l'île principale des Seychelles. C'est l'accord de Victoria. L'accord de Victoria, la Commission de l'océan Indien, c'est 3 États. C'est vraiment rien. 3 États, micro-États, insulaires. Et en 86, on franchit le Rubicon en faisant participer 2 autres États membres, 2 autres États, la France d'un côté pour le territoire de la Réunion, pas Mayotte, et les Comores au titre d'un archipel amputé de sa 4e patte, puisque c'est comme ça qu'on parle aux Comores de cette situation instable. On est arrivé à dépasser le différend politique franco-comorien avec cette adhésion. Cette COI, Commission de l'océan Indien, elle présente les caractéristiques suivantes. Elle a une langue officielle, une seule, c'est la langue française. Maurice est bilingue, mais accepte que ce soit la langue française qui soit la langue d'usage. Le siège de la COI est à Maurice, du reste. Ce qui réunit aussi ces États de l'océan Indien, du sud-ouest de l'océan Indien, c'est l'insularité. Pour une partie d'entre eux, c'est la créolité, c'est l'expérience de ce mélange, de ce métissage culturel et biologique. C'est aussi un mode d'intervention très favorable à la parole de l'État, au poids de l'État, l'intergouvernementalisme, et c'est une commission qui finalement ne va pas très loin dans l'intégration politique. Maintenant, je vais présenter une autre facette de l'Indienne-Océanie, c'est l'appropriation. Qu'est-ce qu'en pensent les peuples de l'océan Indien? Et ici, je cite un éditorialiste, vieux journaliste, qui s'était investi dans un quotidien appelé Le Progrès et qui continue à jouer un rôle d'opinion à La Réunion et plus largement dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien. Paul O'Haraud, qui en 2019 fait une tribune sur vivre ensemble en Indienne-Océanie en dehors de toute configuration politique institutionnelle, mais une politique citoyenne. Et lui, il s'engage dans une, à mes yeux, rebrodélisation, contrairement à précédemment la débrodélisation du discours étatique. L'Indienne-Océanie, dit-il, est souvent confondue avec le grand océan Indien, celui qui part donc de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Australie en passant par l'Inde, ce triangle de l'océan Indien. En réalité, l'océan Indien est une petite partie de cela, les îles du sud-ouest de l'océan Indien, à savoir les Comores, la Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Comores sans Mayotte, on ne sait pas. Pourquoi cette délimitation? Parce que ces îles ont un fond culturel commun, un peuplement constitué d'apports africains, européens, asiatiques, le métissage, une histoire marquée par la colonisation française, une langue, la langue française, un fond culturel commun qui sert de ciment entre tous les peuples, tremplin de leur développement. Les péripéties de l'histoire ont déplacé les hommes, les femmes d'île en île, et on trouve des paillettes, des O'Haraud, un peu partout dispersés dans les paillettes insulaires de l'océan Indien. Les peuples indo-océaniens sont des peuples cousins, des mouvements, des cousinages sont incontestables. Bref, il y a un brassage au-delà des frontières administratives, des frontières étatiques. Les puissances européennes des époques coloniales ont enfermé les îles et leurs populations à l'intérieur de leurs frontières. Bref, il y a cette rebrodélisation. Troisième aspect, la réforme institutionnelle. Tout récemment, en août 2019, à Moroni, cette fois-ci on est en Grande Comore, dans l'archipel des Comores, mais dans l'île principale, se réunissent donc les États de la Commission indienne. Je reviens à l'aspect très institutionnel et politique. Il s'agit de prendre acte de ce que les 35 ans
de la Commission de l'océan Indien mérite une réforme. Il s'agit de repenser l'architecture institutionnelle de la Commission indienne. La question intéressante pour notre propos, et alors, que fait-on de l'axe Indo-Pacifique? Parle-t-on de l'axe Indo-Pacifique? Évidemment, la réponse est très nette, pas du tout. Ce n'est absolument pas évoqué par les uns, par les autres, et notamment par la France Réunion. Que s'agit-il de mettre en place? Un SG adjoint, bon, vous avez compris, un service juridique permanent, on va vachement loin. On affirme l'insularité et l'africanité des États membres de la Commission de l'océan Indien. Bref, oui, peut-être la réforme, c'est formuler un nouveau nom pour la Commission de l'océan Indien. Ce qui se murmure, secret de Pinocchio, ce serait parler de Polichinelle, ce serait de parler de communauté de l'océan Indien, mais pas communauté des peuples, communauté. Bref, c'est une réforme. Les derniers moments se sont déroulés à Port-Louis avec la partie technique donc, de cette réforme. Rien n'est sorti de ce qui est pour l'instant une préparation de ce qui sera adopté dans les mois qui viennent, une réforme finalement de codification de l'existant et qui contraste avec les propos de Paul Warreau. Alors maintenant, je reviens à ma question de départ, je la repose. Quelle contribution, après ces recherches très basiques, quelle contribution de l'océan Indien à l'Indo-Pacifique? Je crois qu'il y a beaucoup plus d'éléments d'incertitude, d'instabilité, que d'éléments de certitude. On en est au début de la formulation d'un discours, à mes yeux, un axe, un bassin, par exemple, on ne sait pas très bien, à mes yeux, en tout cas, on en est sur la construction sémantique de la chose. La réception, en dehors de la réception institutionnelle, n'est pas du tout évidente, et on a 3 séries d'incertitudes. Discours étatique et discours citoyen convergent-ils? Ben non, pas vraiment. Il y a une rupture très nette entre ce que dit Paul Warreau, par exemple, en tant que représentant la société civile, et ce qui se fait, et finalement ne se fait pas, au niveau des diplomaties régionales. Et on dit que, je ne sais pas, mais on dit qu'il y a un État qui bloque. C'est l'État mauricien qui veut garder l'intergouvernementalisme comme la forme la plus appropriée donc de mode de fonctionnement et d'organisation de la Commission. Deuxième question, est-ce que les discours étatiques et institutionnels convergent? Est-ce que ce que dit l'Inde et ce que dit la COI convergent? Ben non, pas du tout. On nous explique que voilà, c'est le grand océan Indien. Et ben une partie culturellement, linguistiquement, socialement assez convergente n'a que peu, voire pas de regard sur l'Inde. Et puis enfin, troisième facteur d'incertitude, troisième question d'incertitude, est-ce que les discours indiens et français convergent? C'était la question de ce matin, à chacun son Indo-Pacifique. Ben non, ils convergent pas vraiment. Non, pas dans la narration. Pas dans la narration. Ce que l'Inde veut, c'est affirmer la dimension culturelle de l'océan Indien, dans ce discours en tout cas, pas du tout le cas de la France. Voilà, c'est des hypothèses très personnelles. Merci de votre attention.